d'être venus aussi nombreux à ce nouveau moment donc, de ce forum France Culture, la planète se réchauffe. Comment s'y prépare-t-on? Nous allons donc aborder la question du point de vue des sciences, au sens le plus large du terme, tout au long de cette heure, puisque en fait, à ceux qui douteraient encore que le réchauffement climatique est une réalité scientifique attestée, quantifiée, il est, depuis l'ère pré-industrielle, d'ores et déjà de plus 0,6 degrés à l'échelle de la planète, plus 1 degré pour la France, et ce forum vient en fait répondre, ou tenter de répondre en tout cas, à une question qui se pose souvent, que vous n'entendez pas, parce que ça se passe souvent hors micro, après l'émission, dans ces émissions qui sont consacrées à l'environnement, au climat, à la biodiversité. Souvent, avec les scientifiques invités, dès qu'on pose ces questions, on sort de studio en se disant mais comment faire, comment dire la réalité de ce qui est en train de se produire, de cette modification anthropique de notre écosystème terrestre, comment parler des conséquences sans précédent de notre action en tant qu'espèce dominante. Le discours catastrophiste, c'est celui qui tient lieu de discours majoritaires depuis près de 40 ans. Ce discours catastrophiste n'a manifestement pas d'effet, ou presque pas d'effet. Les habitudes de vie, la consommation, la dépense en énergie, en carbone, l'effondrement de la biodiversité continue malgré les alertes, malgré les menaces, malgré les pétitions, malgré les marches. Alors si la sonnette d'alarme, comme on l'appelle, qui retentit depuis 40 ans, je le disais, est certainement de plus en plus fort chaque jour à mesure que l'on constate les effets de ce réchauffement climatique. Comment faire, comment dire, autrement que dire on va droit dans le mur, on vous avait prévenu. Bon, c'est pas très efficace. Alors aujourd'hui, du coup, avec ce forum, nous essayons collectivement, en tant que chaîne sur France Culture, un autre discours, un discours qui serait le « et après ». Que se passe-t-il, puisque le réchauffement climatique est là, que se passe-t-il à plus 1 degré, 1,5 degré, plus 2, peut-être même 3, 4 ou 5 degrés à l'horizon 2050, 2100? Comment fait-on? Comment allons-nous vivre collectivement dans ce monde durablement modifié par notre action? Il ne s'agit pas de s'y résigner, comme vous allez l'entendre, mais de s'y préparer et de se demander ce que les scientifiques, les écologues, les climatologues notamment, nous disent à ce propos. Ce sont eux que nous avons réunis aujourd'hui pour débattre de cette question. Bonjour Agathe Eusen. Vous êtes anthropologue, directrice de recherche CNRS au laboratoire Technique, Territoire et Société, directrice adjointe scientifique de l'Institut Écologie et Environnement. Vous avez co-dirigé un ouvrage important, intéressant sur la question l'adaptation au changement climatique, une question de société au pluriel. C'est aux éditions du CNRS. Marc Foncave, bonjour. Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire chimie des processus biologiques. Luc Abadi, bonjour. Vous êtes professeur d'écologie à Sorbonne Université, co-directeur de l'Institut de la transition environnementale. Et enfin, Jean-François Soussana, bonjour à vous. Vous êtes directeur de recherche et vice-président de l'INRA et membre du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Alors, pour commencer, eh bien, on va commencer par la question qui fâche. Est-ce que penser à l'adaptation de la vie dans un monde à plus de degrés, ça n'est pas concéder la défaite, c'est-à-dire finalement renoncer à éviter l'emballement des températures et s'avouer vaincu, Agathe Eusen? Ah ben non. Il faut que les choses soient claires. Effectivement, les scientifiques ont mis en évidence le fait que l'action anthropique avait favorisé une accélération des impacts relatifs au changement climatique sur nos sociétés. Un certain nombre de dispositifs ont été mis en place depuis plus d'une vingtaine d'années sur les questions d'atténuation, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il faut s'adapter, mais il faut continuer à faire les efforts nécessaires pour limiter le processus d'accélération qui est en cours. Et donc, je dirais, il ne faut pas du tout, non seulement se considérer comme étant déjà face à un fait accompli. Il y a des réalités pour lesquelles il faut réagir, mais les gens réagissent. Pas à tous les niveaux, on va le voir, pas à toutes les échelles, mais il y a quand même des choses qui se font. Marc Foncave, sur cette question. Oui, votre question et votre introduction soulèvent un certain nombre de questions. La première, c'est qu'il me semble que, bien sûr, s'il y a des débats menés par certains sur le réchauffement climatique, son origine, son explication, il me semble quand même qu'aujourd'hui, plus personne de sérieux ne remet en cause ce schéma-là. Donc, je pense qu'il n'est pas absolument utile de se concentrer sur ces quelques-uns qui ont ce point de vue-là et
finalement de se poser, de se triturer la tête en se disant comment on va leur expliquer cette réalité. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans un pays comme la France, c'est peut-être pas partout la même chose, cette question-là me semble résolue. On pourra peut-être parler de cette pétition, l'affaire du siècle, mais on a dit que c'était un record dans le nombre de signataires en France. C'est une indication quand même que cette question-là n'est plus une vraie question. La deuxième chose, c'est que moi, au contraire, je me sens un peu inconfortable par rapport à la question de l'adaptation, parce que, effectivement, j'ai un peu l'impression qu'il s'agit d'admettre qu'on n'arrivera pas suffisamment vite à résoudre un certain nombre de questions, pas toutes. C'est-à-dire que je me suis aussi déjà exprimé là-dessus sur l'obligée lenteur de certaines des innovations et de certains des changements. Mais moi, par exemple, qui travaille aujourd'hui, au jour le jour, sur des questions de stockage des énergies renouvelables, je ne peux pas, disons, fonctionner intellectuellement et dans ma vie professionnelle et avec mes collaborateurs dans mon laboratoire en me disant, bon, maintenant, la question n'est plus là, la question c'est, je dois impliquer mes équipes dans une recherche dans 10 ans, 20 ans, quand il fera 2 ou 3 degrés de plus, parce que c'est ça la question principale. Voilà. Ma position, c'est que la question principale reste quand même de trouver des solutions aujourd'hui à un certain nombre de problèmes. D'ailleurs, dans ce qui me concerne, c'est scientifique et technologique, mais on voit bien qu'il y a aussi des problèmes sociaux, des problèmes économiques, c'est une très grande complexité. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est aussi parce que je veux bien participer à cette réflexion sur l'adaptation. Elles sont exclusives l'une de l'autre, c'est de penser, Jean-François Susana, penser à empêcher qu'advienne ce réchauffement et en même temps se préparer à ce qu'il se passera s'il advient. L'adaptation est absolument indispensable, mais elle n'est pas du tout suffisante. Alors elle est indispensable parce qu'en Europe, nous allons avoir une multiplication par 50 d'ici à la fin du siècle, si on se le projette sur un scénario tendanciel, du nombre de victimes liées à des catastrophes climatiques, à des événements climatiques extrêmes, que ce soit dû aux vagues de chaleur, dû à des inondations, donc dû à un certain nombre d'aléas qui vont se renforcer. Évidemment, on ne peut pas, devant ces chiffres, dire « ne faisons rien, attendons que ça se passe ». Ça n'est absolument pas suffisant, puisque de toute manière, si nous ne faisons rien pour limiter l'ampleur du changement climatique, nous irons encore vers des catastrophes bien supérieures qui, littéralement, remettront en cause la durabilité de l'ensemble des sociétés dans le monde, et d'abord dans l'hémisphère sud, enfin d'abord, en tout cas, dans les pays en développement, pour lesquels les questions d'adaptation sont cruciales. Elles sont dès aujourd'hui cruciales. Donc, si vous voulez, la grande question que nous avons devant nous, c'est comment rendre compatible l'adaptation et l'atténuation et éviter des scénarios dans lesquels on s'adapte, mais on renforce les problèmes. Donc, par exemple, si vous vous adaptez à des vagues de chaleur en achetant des climatiseurs, évidemment, vous augmentez la consommation d'énergie. Ce n'est pas tellement dans cette direction qu'il faut aller. Mais on le développera sans doute plus tard dans l'entretien. Il y a énormément de possibilités de trouver des trajectoires qui combinent adaptation, atténuation et qui en fait augmentent la résilience des sociétés par rapport à ces changements globaux. On reviendra d'ailleurs sur cette notion de résilience qui est très importante. Lucas Badi, pour terminer ce tour de table introductif. Oui. Il n'y a évidemment aucune incompatibilité entre l'adaptation et puis la prévention finalement des risques climatiques. Et on pourra sans doute montrer au cours de la discussion que, de façon très concrète, techniquement, quand on met en place une mesure d'adaptation, eh bien, dans quasiment tous les cas, cette mesure va avoir des effets aussi sur les causes du changement climatique. Et donc, en réalité, d'ailleurs, c'est un débat pratiquement qui est terminé dans les milieux très spécialisés, cette distinction entre adaptation et prévention, mitigation, comme on dit, réduction, n'a quasiment plus lieu, puisque les mesures, en fait, ont des résonances dans les deux aspects de ce changement climatique. Et puis, par ailleurs, ce qui est important de dire aussi, peut-être, c'est que on s'aperçoit aussi que ces mesures qui sont à la fois valables pour la mitigation et pour l'adaptation ont aussi des résonances sur d'autres aspects de la crise environnementale, parce que je pense qu'il est important aussi de dire au début de ce débat
qu'à côté de la crise climatique, il y a une crise de la biodiversité, il y a une crise de l'équalité des sols, etc., etc. Et que tout ça, c'est lié, on est dans ce qu'on appelle un système complexe. Et donc finalement, à chaque fois qu'on prend une mesure, on a des impacts sur tout un tas d'autres dimensions. Ce qui en même temps rend le choix de la mesure difficile. Parce que ça oblige à avoir un raisonnement systémique, de façon à éviter effectivement, comme ça a été dit avant, de créer de nouveaux problèmes quand on règle un autre problème. En quelques mots, pour faire un peu de prospective, est-ce que c'est la même chose par exemple de s'adapter à un monde à plus 2, à plus 3 ou plus 4 degrés? À quoi ressemble Agathe Euzène, un monde à plus 2 degrés? À quoi va-t-il falloir s'adapter? Est-ce que cela a déjà été décrit par la recherche? Alors, juste avant de tenter une réponse, s'il y en a une, dire qu'on parle du climat, mais comme ça commence à être évoqué par Luc Abati, on est dans un contexte de changement global. C'est-à-dire qu'on a une accélération des mobilités, de la circulation d'informations, de la mondialisation. On ne consomme plus de la même manière aujourd'hui que la façon dont on consommait quand on avait simplement un lopin de terre, si on se réfère à cela. Et donc, du coup, de la même manière, en termes d'aménagement des territoires, on tient, je dirais, c'est une approche complètement globale. Et on peut éventuellement envisager le fait que certaines communautés puissent avoir davantage de problèmes liés à la construction ou au creusement d'une nouvelle mine que par rapport au problème du changement climatique. Et donc, faire la part des choses entre ce qui relève du changement climatique ou ce qui relève de l'installation de nouvelles infrastructures, d'un développement touristique outrancier certaines périodes de l'année, qui a un impact sur les ressources en eau, les ressources en agriculture, alimentation, etc., pose aussi un certain nombre de questions, pour pas dire... parce qu'on peut trouver des solutions. Mais donc c'est important, à mon sens, d'inscrire cette réflexion dans cet ensemble-là, qui va au-delà des questions environnementales et qui, évidemment, ont des conséquences directes sur la biodiversité. Alors après, moi, je ne suis pas à même de proposer des scénarios quant à quelle sera notre vie. Mais il y a un certain nombre de travaux qui ont été effectivement réalisés en se disant peut-être que la Bretagne, par exemple, va être de plus en plus attractive parce que c'est là que le temps il sera plus agréable, alors qu'on se trouvera dans le sud de la France avec des températures qui vont devenir de plus en plus difficiles à supporter, des situations où on va se trouver avec des risques d'incendie de plus en plus grands, des risques d'inondation, une exacerbation de phénomènes extrêmes qui créent finalement des inégalités écologiques en fonction de l'endroit où finalement on est, en zone littorale, sur un espace insulaire, en zone de montagne. Donc les questions se posent différemment selon l'endroit où les populations se trouvent, selon leur capacité à réagir en fonction du type d'habitat, par exemple, dont ils disposent, leur niveau socio-économique. On sait bien qu'en général, ce sont les plus précaires qui payent plus que les personnes qui ont plus de moyens, qui peuvent ne serait-ce que se faire assurer quand il y a une catastrophe, alors que ceux qui vivent dans un habitat précaire n'ont pas forcément cette possibilité-là. Donc c'est difficile finalement de dresser un tableau universel où, compte tenu de la grande diversité des situations et des contextes, et du fait que l'un ou l'autre va réagir de façon différente. Moi, un point qui me paraît important, si effectivement on s'inscrit dans cette perspective-là, je dirais c'est s'inscrire dans le domaine de la responsabilité de chacun et responsabilité de tous. Et toute la filière est concernée et tout le monde doit agir, et c'est déjà des choses qui se font au moins à l'échelle locale. Marc Monca ? Oui, quelle sera la vie à cette température-là? Je crois qu'il y a tout un tas de travaux qui indiquent assez clairement et des extrapolations de tendance qui montrent bien qu'en effet, cette augmentation de température va conduire
à des canicules localement, des sécheresses, et à d'autres endroits des excès de précipitations. Il y a évidemment la question de la montée des eaux. On parle entre 10 et 15% de la surface terrestre qui change d'écosystème, de 40 à 80 cm des montées des eaux, un quart des espèces éteintes. Oui, il faut faire attention parce que ce sont des travaux qui sont en cours. Des travaux de prospective. Il y a plusieurs scénarios. Voilà. Disons que les tendances sont celles-là. Moi, je reviens à ce qui a été dit, parce que si sur cette question de l'adaptation, on se limite à parler globalement d'une température de la Terre, d'une montée générale des eaux, d'une quantité de précipitations données, etc., à mon avis, on n'y arrivera pas. Et évidemment, la très très grande difficulté, c'est qu'il faut traiter les choses à l'échelle locale, donc chacun dans sa région va être confronté à des problèmes tout à fait différents. Évidemment, très différents entre une île dans tel ou tel océan et la Bretagne, évidemment, et puis même à l'intérieur d'un pays comme la France, même si globalement c'est une région tempérée, entre le nord et le sud, évidemment, il va y avoir de très grandes différences. Entre la montagne et le bord de mer, ça va être très très différent. Donc là, on va être obligé quand même de rentrer dans le détail. Si on ne le fait pas, on va donner des grandes lignes comme ça et puis on n'avancera pas. Alors, sur le plan pratique, moi je ne suis pas un spécialiste en adaptation, mais j'imagine que ces questions de travail à l'échelle locale est en effet réfléchies et élaborées par les spécialistes. Le GIEC, en l'occurrence Jean-François Soussana, travaille sur des solutions intégrées. La France elle-même, depuis 2011, a adopté un PNACC, Plan National d'Adaptation au Changement Climatique, puisque ça a été revu en 2016-2017. Quelles sont ces solutions intégrées? Quels sont les scénarios sur lesquels le GIEC travaille, Jean-François Soussana? Donc il faut tout d'abord réaffirmer qu'on a une différence qui est établie maintenant grâce au rapport spécial qui vient d'être publié par le GIEC, qui montre qu'un réchauffement à 1,5 degré a des effets nettement moindres sur les écosystèmes, sur l'insécurité alimentaire, sur la santé, qu'un réchauffement à 2 degrés. Donc si vous voulez, une différence qui peut sembler infime, un demi-degré à l'échelle globale, c'est significatif en termes d'impact et du coup en termes de besoin d'adaptation. S'adapter à 2 degrés, ce sera plus difficile que s'adapter à un climat qui serait stabilisé à 1,5 degré. Alors pour faire comprendre les choses, il faut aussi dire que pour parvenir à stabiliser le climat avec un réchauffement anthropique de plus 1,5 degré, il faudrait que nous soyons, entre guillemets, à la neutralité carbone dès 2050. C'est-à-dire que nous soyons en mesure de compenser nos émissions qui sont liées au gaz à effet de serre, le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote essentiellement, par une recapture du CO2 atmosphérique, et en tout cas qu'on arrive le plus rapidement possible à la neutralité carbone, ce qui est un effort considérable pour les sociétés. Néanmoins, nous travaillons en ce moment sur un rapport sur le secteur des terres, et nous voyons effectivement qu'il y a des solutions intégrées, que ces solutions, on pourrait peut-être les décliner plus en détail, mais si vous voulez... Par exemple, la solution intégrée. Alors, lorsque l'on travaille sur les sols, on se rend compte que les sols, leur restauration, leur amélioration, leur conservation, c'est une manière à la fois de s'adapter au changement climatique, de stocker du carbone dans la matière organique des sols, de lutter contre l'insécurité alimentaire, de contribuer à la biodiversité, à la restauration des écosystèmes. Ça, c'est un type de solution. Il y en a d'autres, l'agroécologie. Alors effectivement, le programme 4 pour 1000 qui avait été proposé par la France lors de la COP21 essaie d'organiser des... Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, en quelques mots? Bien sûr. Si vous voulez, il s'agit de se dire, donnons-nous une cible pour les sols, de la même manière qu'on s'est donné une cible pour le climat. Cette cible, elle consiste à imaginer que l'on pourrait augmenter la matière organique des sols de 0,4% par an, et ceci sur l'ensemble des sols de la planète. Alors c'est à la fois modeste, 0,4% par an, et extrêmement ambitieux, parce qu'on voudrait toucher l'ensemble des sols. Donc ça concerne tous les gestionnaires de l'agriculture. Il y a 500 millions d'agriculteurs. Cela concerne donc aussi les forêts, les sols qu'on pourrait revégétaliser, et ainsi de suite. Donc ça c'est un exemple. Mais il y en a en fait beaucoup d'autres. Il y a des solutions qui sont fondées sur la nature, l'adaptation des écosystèmes, l'agroforesterie, l'agroécologie. En fait, c'est très convergent. Ce qu'on cherche à faire, c'est imaginer comment on pourrait redonner aux écosystèmes toute leur place dans le monde pour limiter les impacts du changement climatique et pour permettre aux sociétés en fait, de continuer à se développer.
Luc Abadie, sur cette question des programmes, des solutions, de l'adaptation, dans un monde, on est en train de parler d'un monde à plus 2 degrés, je parle sous le contrôle Jean-François Soussana, mais les derniers rapports du GIEC ont tendance à dire qu'on est plutôt sur le haut de la courbe, que plus 2 degrés, ça va quand même être compliqué de rester là. Comment anticiper? Est-ce que effectivement c'est de la gestion anticipée de la catastrophe? Est-ce que ça veut dire anticiper, avoir finalement accepté ce discours catastrophiste? L'approche par le discours catastrophiste, je la trouve toujours un petit peu difficile, parce que finalement, qu'est-ce que ça veut dire le mot catastrophe? Je crois que ce qui me paraît nécessaire pour véritablement entrer dans des dynamiques positives par rapport à ces changements, c'est d'accepter le fait de regarder la réalité en face, comme on dit de façon commune. Il faut accepter le fait qu'on est parti sur un changement qui va être extrêmement dur en termes d'impact. Et quand la question tout à l'heure, c'était finalement la différence entre 2 et 4, je rappelle quand même qu'il y a encore 4-5 ans, on disait, voilà, 2 degrés, au-delà de 2 degrés, on rentre dans un monde inconnu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, historiquement, quand on regarde l'histoire de la planète récente, 1 ou 2 millions d'années, on n'avait pas, en gros, dépassé cette température qui sera atteinte avec plus de 2 degrés. Donc aujourd'hui, on est sur une trajectoire, ça a déjà été dit, ça va être très compliqué de rester sur 2 degrés. Les processus en termes d'impact qui sont derrière le 2 ou le 4 degrés, ils sont les mêmes. C'est simplement une question de vitesse. Alors je vais essayer d'illustrer mes propos. C'est une question qu'on se pose en recherche. Si vous regardez, on raisonne tout le temps en moyenne, on a un problème de communication, ça a été un petit peu dit avant. Quand on parle de 2 degrés, 2 degrés, 1 degré, ça fait 1 degré de différence. Si vous regardez les extrêmes, par exemple, sur les périodes de canicule, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, en 2003, la température moyenne à Paris, c'était 23 degrés pendant le mois de juillet. Il y a eu des canicules à 49 et quelques. Ah, 49, pardon, à 39 et quelques degrés. Sous-abri. Sous-abri, oui, sous-abri, bien entendu. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire. À chaque fois qu'on gagne 1 degré, on augmente énormément la variabilité du système climatique. Alors si je reviens à la question des impacts, par exemple sur la biodiversité. En gros, le changement climatique, même si on raisonne en termes de moyenne, ça va correspondre ça correspond, c'est déjà avéré, à des déplacements de zones de pluie et de température. Et chaque organisme, il est plus ou moins compatible avec une zone de température et de pluie. Donc, si on a un déplacement des zones climatiques, ce qui est encore une fois avéré, vers le nord, dans l'hémisphère nord, on va avoir un déplacement nécessaire des espèces derrière pour survivre. Et donc, après, la question, c'est la vitesse de dispersion des espèces est-elle compatible avec la vitesse de déplacement des zones climatiques? La réponse, elle est oui pour un certain nombre d'espèces, les oiseaux, les mammifères, elle est non pour beaucoup d'autres, des invertébrés, voire même des végétaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le futur, on aura des assemblages d'espèces qui ne seront pas les mêmes, puisque tout le monde n'aura pas bougé à la même vitesse. Et donc, le grand défi scientifique, déjà, ça va être de comprendre comment peuvent se structurer de nouveaux assemblages d'espèces, et qu'est-ce que ça veut dire en termes de fonctionnement et de conséquences concrètes pour nous-mêmes. Voilà une question de recherche, par exemple, qui se pose, qui va être qui pose des questions théoriques. Et derrière, on a besoin de faire une recherche de pointe pour essayer de comprendre cette manière, cette structuration des assemblages d'espèces. Alors, ça veut dire aussi qu'on va passer par une phase de pagaille, de déstructuration de communautés. Il va y avoir des régulations entre espèces qui vont sauter nécessairement. Et puis, on reviendra, bien entendu, à une certaine échéance, à un nouvel équilibre. Donc, le phénomène vivant n'est pas menacé par le changement climatique. C'est son aspect, sa composition qui va changer et les conséquences pour nous-mêmes. Marc Fontcave. Oui, tout ce qu'on entend est très intéressant. Simplement, permettez-moi de revenir à nouveau sur cette demande de traduire un certain nombre d'orientations à l'échelle locale. Vous parlez par exemple de ces 0,4% sur l'ensemble de matières organiques supplémentaires sur toutes les terres de la planète. Bon, j'ai un peu peur que si on donne ça comme cadre et comme objectif d'action, en pratique, ça va être assez difficile parce qu'on n'est pas tout seul à prendre ces décisions-là. Donc, j'aimerais bien qu'à un moment donné, on puisse revenir sur, par exemple, le cas de la France, comment une politique d'adaptation se traduit pour un pays comme la France, et comme en effet vous l'avez indiqué, il y a eu 2 versions d'un plan
me souviens plus du terme, mais de... PNAC, PNACC, pour Plan National d'Adaptation au Changement Climatique. Voilà. Le dernier a été revu en 2017. Donc peut-être ça serait intéressant d'entendre à nouveau les spécialistes nous dire en quoi ce plan est adapté, pertinent, ou au contraire à oublier un certain nombre de sujets, et comment concrètement, nous tous aussi aujourd'hui, pouvons anticiper un certain nombre d'actions et y participer. Parce que, à nouveau, bien sûr, c'est pas toujours aux autres de faire les choses, c'est tous collectivement et à l'échelle individuelle, bien sûr. Jean-François Solana. Oui, alors merci, parce que ça permet de revenir sur cette dimension locale de l'adaptation et de se dire que chaque fois qu'on voudra agir, il faudra agir très concrètement avec des communautés qui sont en fait à l'origine des changements. Alors la caractéristique du plan national d'adaptation au changement climatique, c'est qu'il a travaillé à la fois sur les secteurs, et il a travaillé également sur les collectivités territoriales, et finalement il se traduit par la mise au point de plans d'adaptation par chacune des collectivités territoriales. Ça, c'est tout de même très intéressant parce que cela permet d'avoir du concret, et cela a permis à des villes, à des départements, à des régions de s'interroger sur ce qu'ils allaient faire concrètement sur leur territoire. Ce n'est pas pour autant qu'on a trouvé des solutions, parce qu'il faut revenir aussi sur le fait que nous ne sommes pas simplement par rapport à un réchauffement, confrontés à un réchauffement tendanciel, mais nous sommes aussi confrontés à la variabilité du climat et à des extrêmes. Lorsque vous avez eu cette fameuse canicule durant l'été 2003, on a eu une chute des rendements des cultures de 30%. Ça s'est reproduit en 2016. En 2016, à l'inverse, c'était dû à des inondations, c'était dû à des précipitations intenses qui se sont accompagnées d'une chute de rendement du blé de 30% en France, qui est tout à fait exceptionnelle. Donc, si vous voulez s'adapter, cela doit être à la fois local, à la fois conçu par rapport aux risques qui se produisent pour les extrêmes et pour la variabilité, et bien sûr, l'adaptation, elle doit être conçue avec tous les acteurs. Alors justement, concrètement, peut-être pour prendre vraiment des exemples précis, Agathe Euzène, aujourd'hui, comment, dans ce plan, que ce soit le plan français, que ce soit sur des endroits où le réchauffement climatique a des effets peut-être plus prégnants, plus forts qu'à d'autres, quelles sont les solutions que proposent aujourd'hui les différents secteurs de recherche pour s'adapter, pour anticiper justement ce qui va se produire dans ce monde à plus de degrés ou avec des pics de chaleur même plus importants et des modifications. Oui, je vais prendre quelques exemples sur l'eau que je connais un petit peu mieux. Alors, ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que sur les territoires, à toutes les échelles, c'est déjà depuis 1992, avec Rio, que les collectivités se sont engagées et s'engagent notamment avec les agendas 21. Les agendas 21 qui ont été notamment, qui ont évolué en intégrant des plans climat locaux, et avec des réflexions qui s'inscrivent davantage et de plus en plus dans une réflexion multi-acteurs. C'est-à-dire que, par exemple, je pense que c'est en relation avec le PNAC notamment, au niveau des... Donc on agit à tous les niveaux. Au niveau d'un bassin, par exemple, le bassin Seine-Normandie, l'agence de l'eau Seine-Normandie a établi son plan climat et intervient à l'échelle locale pour essayer de réduire la pression sur les ressources, notamment par rapport aux besoins agricoles qui s'expriment sur le territoire, mais en même temps pour éviter tout conflit d'usage possible, compte tenu de l'ensemble des besoins de ces ressources-là. Et donc il y a des équipes pluri-acteurs avec des gens directement concernés pour mettre en place des aménagements qui soient adaptés. De la même manière, si on s'inscrit dans la question de la continuité écologique, qui est une approche, je dirais, même européenne, qui se décline à l'échelle nationale dans la réglementation, mais qui s'inscrit évidemment dans la mise en œuvre à l'échelle locale. Continuité écologique, ça veut dire essayer de favoriser à l'eau de circuler sans avoir trop d'interruptions, et donc du coup aussi aux poissons qui vivent par là, de vivre et d'avoir une mobilité qui permet d'aller nidifier là où ils ont envie d'y aller et pas d'être bloqués par un seau, par un barrage, etc. Donc tout le travail qui a été fait, parce qu'on a aussi un patrimoine avec les moulins par exemple, qui fait que l'intérêt individuel de rompre, d'enlever cette rupture et ce barrage a une incidence